Ok, on continue. Donc, j'ai fixé ici le problème avec dans la vidéo précédente. Là, donc, le vieux P2SH, c'était comme ça. Le format est comme ça. Ça a été remplacé par ce format-là ici dans les adresses witness, segwit P2WSH. Ok, avec donc juste un 0 puis le hash au lieu d'être up hash 160, le hash lui-même puis le up equal. Donc, pour ça, il y a un petit peu d'espace là-dedans. Ok, donc on continue maintenant. Donc, mis à part là, la performance, ok, Segwit offre aussi un autre avantage important et c'est le problème de malléabilité dans les identifiants de transactions dans le code original de Bitcoin. Ok, donc là je vais expliquer c'est quoi la malléabilité, c'est quoi ce problème exactement. Ok, donc imaginons qu'on a une vieille transaction Bitcoin. Donc dans la vieille transaction Bitcoin, on a euh, on a l'identifiant de la transaction qui est le hash de la transaction. Donc le hash de la transaction inclut quoi? Inclut donc toutes sortes de input puis de output, ok? Et dans ces inputs, bien évidemment, ça inclut l'information de witness, donc la signature, la clé publique, donc la référence à la transaction qui contient le UTXO, puis le numéro de la sortie de UTXO, puis le output aussi qui contient la valeur, puis le script de réclamation. OK? Donc là, le problème de malléabilité, ça dit quoi? Ça dit que, imaginons qu'un mineur qui est malicieux, ok, reçoit donc une nouvelle transaction qui a été générée par un porte-monnaie. Là, ce que je dis, c'est que ce mineur-là donc euh, peut changer le hash. C'est-à-dire que le porte-monnaie va générer cette transaction-là, va enregistrer le hash, ok, et là l'envoyer au mineur. Le mineur peut donc euh, peut modifier la transaction de façon qu'elle reste valide, c'est-à-dire que c'est quand même un transfert d'argent entre ce UTXO-là à cette sortie-là. Donc tout est pareil, c'est pas comme si le mineur vole de l'argent ou quoi que ce soit, mais il est capable de changer une information pour pouvoir affecter complètement le hash. Donc qu'est-ce que le mineur, comment est-ce que le mineur pourrait faire ça? Ok? Donc si vous voulez y penser, là, je vous invite à poser le vidéo. Donc comment est-ce qu'on va changer ça? Ben, tout simplement, ok, c'est en écrivant du code qui est bogus, là, du dummy code, qui va essentiellement rien faire de bon. Par exemple, si j'ajoute un 0, j'enlève le 0. Donc ça sert absolument à rien. Et là, donc parce que j'ai reçu la transaction du porte-monnaie, et après ça, j'ajoute quelque chose de n'importe quoi dans le script sec de l'entrée, et là, ça change complètement le hash. Ok? Donc ça, c'est une transaction qui est quand même valide parce que en tant que mineur, je peux pas forger la signature, puis je connaissais pas la clé publique, okay, mais définitivement la signature, je peux pas la forger, mais je peux quand même ajouter des informations qui sont inutiles juste pour affecter le hash. Donc là, à ce moment-là, c'est quoi la conséquence de faire ça? Parce que le client, avec son porte-monnaie, a généré la transaction, puis s'attend que cette transaction-là, avec le hash 255, etc., soit éventuellement confirmée dans le réseau. Donc c'est possible que le client écoute le réseau, peut-être par exemple en mode SPV, pour pouvoir donc attendre jusqu'à que la transaction 255, etc., soit confirmée dans le blockchain. Et ce qui va se passer peut-être, c'est que la transaction D34, quelque chose va être confirmé, ça va avoir dépensé son UTXO, ça va avoir réellement envoyé l'argent, mais c'est pas la transaction 255, c'est la transaction T34. Est-ce que ça c'est un problème ou non? Ok? Donc, l'impact de ce problème, c'est quelque chose qu'on pourrait peut-être discuter là en classe la prochaine fois. Ok. Donc ça, c'est le problème de malléabilité. Maintenant, Segwit résout ce problème. Pourquoi est-ce que le problème est résolu? Parce que le script sig doit rester vide. D'accord? Donc, si on s'en souvient ici, le script sig doit rester vide. Vous voyez ça? Donc, si ce champ-là doit rester vide, ça n'offre plus, c'est plus un vecteur d'attaque valide pour pour, pour la malléabilité. C'est-à-dire que j'ai plus le droit d'ajouter un up 0, up drop si ça, ça doit tout le temps rester valide. Ça doit tout le temps rester vide. Donc à ce moment-là, je peux plus faire cette attaque-là puis essayer d'affecter le hash en changeant ça. Et cette information-là réside donc en dehors du witness. Hein? Donc, et le hash, ça veut dire donc que le hash est calculé à partir de l'information qui est seulement dans la transaction, dans le bloc lui-même, donc dans la transaction elle-même, et ça exclut l'information qui est dans le witness, qui est la signature et la clé publique. Donc à ce moment-là,
on peut plus faire d'attaque de malléabilité. Donc SegWit a été mis actif là, donc, en 2017, là, on va dire, donc à peu près ici, là, donc je pense que c'est en septembre ou en octobre 2017. Et immédiatement, on a vu là, donc, un certain impact. Donc, bon, au début, ce qui s'est passé, c'est que au début ici, on voit c'est le graphe qui représente la taille des blocs qui sont minés. Donc évidemment, au début, il n'y a pas eu assez de transactions dans le réseau Bitcoin, donc on n'a jamais saturé le bloc. Éventuellement, on a atteint la limite là, de 1 MB là, qui est à peu près ici, là, donc peut-être en fin 2016. Et là, ici, donc, quand on a implémenté SegWit, immédiatement, ça nous a permis de dépasser un petit peu le 1 MB. Et là, donc aujourd'hui, ça progresse encore plus. Maintenant, les blocs sont largement là, au-dessus du 1 MB. Et comme je dis, c'est à peu près un retour de performance de 1,8 fois le facteur. Est-ce que c'est convaincant ou non? C'est à vous de juger, là, puis de penser là, qu'est-ce qu'on peut faire là, avec cette addition de performance. Et c'est ça. C'est un débat à avoir là, aussi là, en classe. Et sinon, en termes là, de nombre de transactions qu'on a maintenues, donc ici, là, en 2017, donc c'est là qu'on a activé SegWit. Et là, on est passé peut-être, on voit là que le nombre de transactions, c'est peut-être pas si convaincant que ça. Okay? On voit pas vraiment de nette amélioration ou d'amélioration très marquée là, dans le nombre de transactions. Okay? Donc, pourquoi est-ce que on n'a pas une amélioration nette comme ça? Parce que la façon qu'on est capable d'exploiter là, les 3 MB additionnels offerts par le SegWit, c'est vraiment là, spécifique. Dans le sens qu'il faut inclure beaucoup de data witness dans notre bloc, donc beaucoup de signatures, beaucoup de clés, et tout ça, puis de scripts. Mais c'est dans quelle situation est-ce qu'on a beaucoup de transactions comme ça? Ben, primordialement, c'est par exemple des transactions multi-signatures, où il y a beaucoup de signatures, donc beaucoup de witness qui est attaché à une seule transaction. Donc, dans une situation normale, pré-SegWit, ben, cette transaction-là va avoir pris beaucoup d'espace, puis avoir limité le nombre de transactions qu'on peut inclure dans un bloc. Aujourd'hui, c'est plus facile là, d'inclure cette transaction-là, parce que le witness data est complètement enlevé là, du bloc lui-même. Okay? Donc, c'est ça. Donc, ça a un impact, mais c'est pas généralisé. C'est vraiment là, spécifique plus là, c'est plus marqué avec certains types de transactions. Surtout ceux qui sont multisig ou de façon générale le P2SH, parce que dans le P2SH, le script peut être quand même assez complexe. Là. Bon, il y a eu une extension qui a été proposée sur le SegWit qu'on appelle le SegWit 2X. Okay? Ça a été proposé un peu après là, que SegWit a été live, s'est activé. Et là, le but, c'était carrément... Les gens qui proposaient ça disaient ben c'est pas suffisant là, de juste faire SegWit. Il faut, pour les raisons que je viens d'expliquer, il faut aussi là, carrément doubler le bloc lui-même. Okay? Donc c'est ça la proposition de SegWit, c'est doubler le bloc, donc faire des nouveaux blocs à 2 MB. Mais évidemment, ça cause un hard fork. Pourquoi? Ben, parce que si les nouveaux mineurs commencent à avoir 2 MB, des blocs de 2 MB, ben, les vieux mineurs dans le système vont pas comprendre l'information qui est après le premier mégabyte, donc à ce moment-là, ils vont pas être capables d'accepter ces blocs-là qui ont été minés par des nouveaux mineurs. Donc là, ça cause une fracture et on aura un hard fork à ce moment-là. Okay? Donc dès qu'un nouveau bloc apparaît avec 2 MB, qu'est-ce qui va se passer pour les vieux mineurs? Ben, essentiellement, ils vont refuser de reconnaître le 2 MB, le bloc avec le 2 MB, et ils vont continuer à miner leur propre bloc à 1 MB comme alternative au bloc de 2 MB. Donc, c'est comme avoir une branche. Puis à ce moment-là, c'est une question là, de sélection de la branche la plus longue, puis tout ça qu'on a déjà vu là, en termes de consensus. Donc, ça n'a pas fonctionné. Malheureusement, SegWit 2X a été abandonné en 2017. Okay? Donc, tout le monde voulait éviter un hard fork. C'était plus important éviter un hard fork que faire augmenter la taille là, du bloc à 2 MB. Donc, ça n'a pas marché. Donc, pourquoi est-ce que c'est important d'éviter un hard fork?
Ben là, c'est à vous de débattre ça, mais essentiellement, c'est euh, s'il y a une partie importante des gens qui reconnaît le vieux code seulement, donc le Bitcoin à 1 mégabyte, puis il y a des gens qui reconnaissent le Bitcoin à 2 mégabytes comme étant le vrai Bitcoin, ben là, ça va causer beaucoup de confusion. Là. Les gens vont pas comprendre. C'est comme si on disait qu'il y a deux prétendants qui pensent qu'ils sont le vrai Bitcoin. Ben là, ça va un peu là, comme tuer l'économie là, du Bitcoin parce que les gens vont pas faire confiance. Ils vont pas savoir quel est le vrai Bitcoin. C'est lequel qui devrait valoir le 1000$ américain, puis c'est lequel qui devrait valoir rien du tout parce qu'on va plus utiliser ce système-là. Donc c'est pour ça que les hard forks sont très dommageants. Quand c'est pas clair quel est le hard fork qui est primaire, puis quel est celui qui est secondaire. Bon, aujourd'hui, il y a eu beaucoup de altcoins qui sont basés sur Segwit 2x, ok? Donc, il y a des altcoins là, comme Bitcoin SV, puis Bitcoin Cash, des choses comme ça, qui donc sont clairement des hard forks. C'est des alternatives à Bitcoin. Ils n'essayent pas de prétendre que c'est le vrai Bitcoin, là. Bon, réalistiquement parlant, là. Et donc à ce moment-là, c'est correct d'avoir un hard fork, mais évidemment, ces monnaies-là valent beaucoup moins là, que la vraie monnaie de Bitcoin. Et ces monnaies-là peuvent à ce moment-là changer le code puis augmenter la taille du bloc s'ils désirent. OK? Donc c'est ça. Donc pour et contre le Segwit 2x, il y avait des. Pourquoi ça a échoué? Il y a eu des problèmes techniques, philosophiques, politiques, tout ça. Un problème qu'on pourrait parler plus en détail, c'est le problème de protection de replay. Okay? Ça, c'est un problème que les gens ont été concernés avec. Donc, c'est quoi ce problème de replay protection? Donc, imaginons là, qu'on fait un hard fork. Okay? Donc, le problème de replay protection, c'est un problème qui peut affecter là, toutes sortes de hard fork. Là. Pas nécessairement juste là, Segwit 2x. Donc, imaginons qu'on a la Bitcoin originale, BTC, et là, à un moment donné, ça fait un hard fork. Donc là, il y a des gens qui vont continuer à supporter le vieux code, le code legacy, donc le BT1. Puis il y a les nouveaux qui vont supporter le nouveau code BT2. Donc, imaginons que BT2, c'est le code de Segwit 2x. Donc là, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Donc, si les deux côtés ont du support, ben, il va y avoir des mineurs qui vont continuer à progresser cette chaîne-là, puis il y a des mineurs qui vont progresser cette chaîne-là. D'accord? Donc, quand on parle de replay protection, le problème c'est le suivant. C'est-à-dire que quand le hard fork arrive, tous les gens qui possédaient des coins dans Bitcoin vont essentiellement doubler leurs coins. Donc ils vont avoir le même montant dans BT1 puis le même montant dans BT2. Ok? Donc c'est nice en quelque sorte pour le propriétaire de ces coins-là parce qu'il vient de doubler ses coins. Ça ne veut pas dire qu'il double son argent parce que les deux coins peuvent avoir des valeurs vraiment différentes là, comparativement à la monnaie courante, là, par exemple comparé aux US dollars. Donc, c'est pas. C'est un doublement en nombre de coins, mais pas nécessairement en valeur. Mais là, le problème, c'est imagine qu'un utilisateur donc, dépense des coins dans BT2, okay, donc dans Segwit 2x, et donc envoie une transaction dans le réseau de BT2. Donc là, BT2 la transaction est valide, puis tout est correct. Okay, donc la transaction est valide, donc va être insérée dans la blockchain, puis tout ça, puis tout est correct. D'accord? Bon là, qu'est-ce qu'un attaquant peut faire? Donc l'agresseur, par exemple la personne qui a reçu cet argent-là, donc c'est la personne qui détient l'adresse Y ici, elle pourrait peut-être rejouer la même transaction sur le réseau BT1. Et si c'est mal conçu, puis que la transaction qui était envoyée ici est compatible avec le code puis le protocole de BT1, ben cette transaction-là va être valide. Puis les signatures, tout ça, tout va rester valide. Donc à ce moment-là, cette transaction va être aussi validée sur le protocole de BT1. Donc à ce moment-là, c'est comme une sorte de double spending, c'est-à-dire qu'une double dépense où la personne qui voulait juste envoyer l'argent du BT2 à Y, mais pas l'argent du BT1, se retrouve à avoir dépensé non seulement l'argent du BT2, mais l'argent du BT1 aussi, parce que la même transaction peut être rejouée dans le réseau de BT1. Donc ça, c'est le problème de replay, et ça prend donc
plus de mécanismes, là, plus d'innovation pour pouvoir là, éviter ce genre de problème. C'est comme être trop compatible. Okay? C'est un hard fork, c'est pas compatible, mais il reste des choses qui sont quand même compatibles. Et c'est une des choses qui reste compatible, c'est un certain format de transaction qui peut être rejoué dans ton réseau. Ben là, t'as des gros problèmes. OK? OK, donc c'est tout pour cette vidéo-là. Et prochaine vidéo, on va parler de Lightning Network.